Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse que nous commençons directement avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une crise anglophone. Le Vatican à l'œuvre, le pape François et l'Église entendent jouer un rôle d'arbitre pour faire cesser les combats meurtriers entre les forces de défense et de sécurité et les groupes armés dans la région du Nord, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le journal signale que depuis le début de cette année, près d'une vingtaine de personnes civiles et militaires ont perdu la vie dans cette partie du pays. Le journal parle aussi du coronavirus, un vaccin au Cameroun. Les pays de la zone CEMAC viennent d'approuver l'introduction du vaccin contre la Covid-19 dans la sous-région. C'était à l'issue de la conférence en virtuel, la conférence des ministres en charge de la santé publique de la CEMAC, dont présidait Madaouda Malachi. En tout cas, la question reste, est-ce que le virus, tout au moins le vaccin sera-t-il si le vaccin est finalement introduit, de quel vaccin s'agit-il et quels sont évidemment les différents protocoles. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité. Le journal parle aussi des régionales 2020. L'UNDP contacte le parti de Bello Bouba conteste la décision du tribunal administratif qui annule les résultats dans le Mayo Tchanaga au motif qu'un candidat qui ne figurait pas sur les listes des électeurs a voté pour l'UNDP et du coup l'élection devrait être annulée, écrit donc le journal, de même que le journal parle d'insuffisance rénale du matériel local. Le gouvernement planche sur la mise en place d'une filière locale de fabrication des intrants et matériels d'hémodialyse. Cela fait suite à un certain nombre de manifestations d'hémodialysés à travers le pays. Il s'agit donc de trouver certainement une solution finale à ce problème. Le quotidien Le Messager met en sa une santé et sécurité au travail, le scandale Perenco au Cameroun, enquête sur l'amoncellement des décès liés à des accidents de travail, pourtant évitable, et la crise sociale au sein du groupe franco-britannique. C'est d'ailleurs le quotidien de beaucoup d'entreprises avec la sécurité au travail qui n'est pas toujours respectée. Le journal parle aussi de Christian Toumi, l'élite du Nord-Ouest a démissionné, déclare le prélat. Cette élite critique la crise anglophone, mais n'ose pas proposer des solutions radicales que l'État doit prendre. Et parole de Christian Toumi. Mayo Tchanaga, l'UNDP lutte pour sa survie. Cette lutte fait suite donc à l'annulation des élections régionales dans cette partie, dans ce département de la région de l'extrême nord Cameroun, pour des raisons que je venais d'évoquer, à savoir qu'un électeur, le nom d'un électeur ne figurait pas sur la liste des votants. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Messager. Le quotidien Le Jour, en sa une, lutte contre le terrorisme, 7 ans en prison pour une plaisanterie sur Boko Haram, Afou Nivele Mfor, Assa Levisingob et Fomuso Aivo, et fait purge une peine de 10 ans de prison dans l'attente de leur procès pendant à la Cour suprême et se serait amusé de lancer des plaisanteries sur Boko Haram au moment où la région de l'Est, le Cameroun, était quelque peu sous la peur des attaques, des exactions, sous la peur des exactions de Boko Haram qui pourraient se perpétrer n'importe où au Cameroun. Guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ça suffit. L'appel est d'un collectif de Camerounais engagés, écrit le quotidien Le Jour, article à découvrir dans page 4 du journal, même que le journal parle de CHAN 2020 Cameroun, République démocratique du Congo. C'est l'affiche des quarts de finale de ce CHAN qui se jouera donc au stade de Japoma, ici même à Douala. Pour le quotidien Mutation, Lion du CHAN, les buts et les rebuts, les bons et mauvais points de l'équipe du Cameroun au premier tour, ce qu'il faut pour changer et espérer gagner au second tour des quarts de finale jusqu'à la finale qui se jouera le 7 février prochain. Le journal parle aussi des universités d'État, grève à double vitesse. Le mot d'ordre lancé par le CINES n'a pas été observé sur l'ensemble des universités du Cameroun. Certains l'ont respecté. Le journal parle donc d'une grève à double vitesse. Conseillers régionaux, titre Cameroun Tribune, Paul Biya nomme les secrétaires généraux. Le président de la République a signé hier un décret qui va permettre aux nouvelles collectivités territoriales décentralisées de rentrer dans le vif du sujet après les installations des exécutifs vendredi dernier. En tout cas, le journal vous invite à lire l'intégralité du texte et le focus sur les premiers pas des élus. Et le journal
Le journal Vision économique parle de journée internationale de la douane, les actes de bravoure de la douane camerounaise passés au scanner. Et en termes de recettes, la douane camerounaise a réalisé 705 milliards 200 millions de francs CFA en 2020, soit un taux de réalisation de 108,49%, écrit le journal. Et puis on finit avec le journal Émergence qui met en sa une coronavirus au Cameroun. Les chiffres recommencent à s'affoler. Cet article fait certainement suite au tweet du ministre de la Santé publique qui indiquait qu'en l'espace d'une semaine, 1600 personnes ont été contaminées avec une dizaine de morts déjà enregistrées. Et voilà pour ce qui est de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du mardi. Camille Nélé, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes. Effectivement, avec évidemment l'actu qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouniat. Bonjour Donald Brice-Kamgang qui m'a fait faux bon ici mardi dernier, mais il était malade, on m'a dit. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour spécial au colonel à la retraite Rose Yaka Yvette. Une dame, colonel de l'armée camerounaise, la première femme sawa à avoir porté le grade de colonel, qui est à la retraite aujourd'hui depuis quelques années, mais qui fait partie de l'exécutif justement du conseil régional. Mais elle a eu, on ne la connaît pas beaucoup ici, mais elle a connu une carrière particulièrement brillante dans l'administration centrale et surtout dans l'administration judiciaire, puisqu'elle a été même présidente du tribunal militaire de Yaoundé. Donc c'est une dame pétrie d'expérience et une bonne spécialiste de droit qui se retrouve à l'intérieur de ce conseil régional du littoral. Et c'est une très bonne ressource. Bonjour, colonel Yaka Yvette. Bon, récemment, il y a une autre aussi qui a été promue colonel. Hein. Non, colonel, oui. Non, mais moi je parle... Les femmes colonels, il y en a désormais. On commence à en avoir, mais je dis que celle-là qui a été la première, elle était colonel depuis 7-8 ans. Tout à fait. Et les gens ne la connaissaient pas. Et à cette époque-là, elle était même présidente du tribunal militaire, vous imaginez. Donc, moi, l'actualité qui retient mon attention, en réalité, c'est cette agitation que l'on remarque dans les réseaux sociaux, avec des messages extraordinaires sur le Covid-19, avec des spécialistes de tout poil qui démontrent chacun à sa manière comment le Covid est une maladie artificielle créée par les Chinois, créée par les Français, créée par les Américains, drivée par Bill Gates, par Soros et tout cela. C'est-à-dire qu'un complot mondial pour réduire la population mondiale. Les gens ne s'y retrouvent pas et les gens, je peux vous dire une chose, Jean-Paul Chouniat, les gens perdent leur... Est-ce la vérité ? Est-ce une campagne uniquement dirigée contre justement ceux qui sont en train de créer ces vaccins pour pouvoir les vendre au monde entier, les inoculer au monde entier? On peut se poser la question, mais il est tout de même troublant que ces gens-là, avec des arguments d'une pertinence, d'une logique vraiment bien affirmée, démontrent à leur manière que le Covid n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas la pandémie qui est venue toute seule, mais c'est un virus fabriqué. C'est un virus qui a été fabriqué et maintenant pour deux buts. Un, réduire la population mondiale. Deux, maintenant faire une grosse affaire qui va faire que tout le monde va se faire vacciner. Alors maintenant, quand on regarde cela, avec maintenant toutes les variantes qui sont en train de se présenter, parce qu'il y a une variante chez les Britanniques, il y a une variante en Afrique du Sud, on va se retrouver avec une multitude de nouveaux vaccins. On ne sait plus. On va se retrouver dans une sorte de quadrature de cercle avec des virus, des virus mutants, des virus variants. On ne sait plus. C'est ça qui retient mon attention et je me pose énormément de questions. On en parlera d'ailleurs, Camille Nélé. Brice Donald Kamgang, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour. Et là, évidemment, l'actualité qui vous a marqué. Téléspectateurs, bonjour à Camille Nélé. Je lui retourne la politesse. J'ai connu quelques bouts de santé, effectivement, mais tout est rentré dans l'ordre. Je suis là comme tous les mardis. En tout cas, l'actualité ce matin qui me marque, c'est la grande une du quotidien Le Jour. Le quotidien bleu qui a titré ce matin 7 ans de prison pour une plaisanterie sur Boko Haram. J'ai été impressionné par cette une parce que vous savez que les titres de journaux sont souvent sur les sentiers battus. Le Jour s'est positionné ces dernières années comme étant un journal de gauche, confirmant effectivement une certaine constance, une ligne qu'on lui connaît, la défense des intérêts des plus faibles, notamment de ces jeunes élèves, pour le cas de ce matin, qui ont été jugés pour avoir envoyé des messages sur une plaisanterie sur Boko Haram, je crois en 2014 ou 2015. Ils ont été jugés devant un tribunal militaire et condamnés.
Voilà qui est bien. Camille Nélé, hein, vous évoquez tout à l'heure pour vous indigner cette actualité autour de la Covid-19. Est-ce une maladie réelle? Est-ce une maladie inventée? Les différents journaux nous l'apprennent que les ministres de la Santé publique, la CEMAC, ont décidé de l'introduction de vaccins en Afrique. Camille, quand on observe finalement coronavirus, suite aux questions que vous vous êtes posées, est-ce que quand on observe, on n'est plus vite penché à considérer que l'existence de ce vaccin, c'est parce qu'il y avait de grosses affaires à faire derrière. Surtout que quand la première vague avait démarré, on s'était inquiété, les chaînes étrangères s'étaient indignées. Pourquoi l'Afrique n'est pas frappée de plein fouet par cette pandémie, alors que d'autres journaux avaient déjà prédit l'hécatombe pour l'Afrique? Jean-Paul Chuniat, on peut effectivement se poser beaucoup de questions. Quand on regarde les images provenant de l'Europe, des États-Unis, avec des gens qui sont confinés, avec des couvre-feux systématiques à partir de 18h ou 20h, avec des restrictions extraordinaires. Et quand on regarde chez nous en Afrique, et quand on compte surtout le nombre de morts qui chaque jour ne fait qu'augmenter, et quand on regarde l'Afrique que les scientifiques de l'Occident avaient donné l'impression de protéger dès le départ, parce que quand on a commencé à parler de ce coronavirus, il y en avait qui ont commencé à dire il faut penser à protéger l'Afrique, parce qu'en Afrique ça va être une hécatombe, ce qui n'est pas le cas. Il est vrai qu'au départ il y a eu des morts, mais tout de suite après on n'a pas trop compris pourquoi, malgré le fait que les gens ne respectent pas systématiquement les mesures barrières ici, les gens ne meurent pas. Les gens ne meurent pas ou presque pas. Ce matin, je vous ai entendu demander à Géraldine Mafo d'aller faire un tour au marché central ou au Carrefour de Côtier, ou bien même au marché central de Yaoundé. Les gens vivent là-bas dans une promiscuité de fourmis. C'est-à-dire que ce sont des fourmilières. Et pourtant, les gens ne tombent pas. Parce que si les gens tombaient, si les morgues étaient vraiment... Les morgues seraient remplies et ce serait à pleine pelletée qu'on les enterrerait tous les jours. Donc le problème de ce virus... au niveau de l'Europe et au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire que pousse à se poser des questions. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un vaccin qu'on est en train de généraliser en Europe, mais pendant qu'on n'a pas encore fini de le généraliser, on parle d'un virus mutant, mais mutant, lui, qui viendra de la Grande-Bretagne. Il faudrait aussi commencer à vacciner ces gens, non seulement après le premier vaccin, mais avec ce deuxième vaccin. Et on parle encore de notre troisième virus mutant qui vient de l'Afrique du Sud ou de l'Inde. Ça commence à donner le tournis. Mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qui s'étonnent de ce que les industries pharmaceutiques qui préparent, qui sont en train de fabriquer et de vendre ces vaccins appartiennent aux plus grands, aux hommes les plus riches du monde. George Soros, Bill Gates et consorts. Mais on se demande, mais c'est quoi cette histoire? Et ça donne maintenant, ça donne aux uns aux autres l'occasion de se demander, mais entre ces personnes qui disent que c'est une affaire de structures pharmaceutiques qui sont en train de faire... imaginez qu'on vaccine 4 milliards de personnes à travers le monde. Ça fait une affaire pas possible. C'est un pactole incroyable. Et maintenant, quand on regarde, on se souvient qu'il y a des livres qui ont été écrits, des livres de fiction, qui étaient écrits depuis 10 ou 15 ans, qui parlaient justement d'une pandémie qui allait apparaître à travers le monde entier, qui allait tuer beaucoup de personnes, mais qui allait disparaître d'elle-même. On se demande, mais entre cette fiction qu'on avait évoquée, ce qui se passe aujourd'hui, et quelle est la relation et quelle est la connexion? Bon, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Covid fait peur. Quand on écoute les chiffres qui commencent à tomber du côté de l'Occident, on se dit que des gens meurent là-bas. Mais ici, quand on regarde ici, si les gens mouraient comme ils meurent là-bas, je vous assure que nos morgues là et nos villages... Il n'y aurait même pas d'espace. Il n'y aurait pas d'espace. Donc, on se pose sur la question, comment expliquer cette résilience des Africains malgré un respect qui n'est pas scrupuleux des mesures barrières? Les gens ne portent pas les masques dans les marchés, les gens ne portent pas de masques dans les villages, dans les cérémonies de deuil et tout le reste. Donc,
on se pose toujours des questions. On se posera longtemps des questions sur ce coronavirus qui commence maintenant à muter. Alors quand on va sortir avec 5 ou 6 mutations, on devra peut-être avoir 5 ou 6 vaccins. Alors peut-être les différentes mutations, au fur et à mesure aussi, les Africains vont muter dans leur façon. Brice Donald Kamgan, il y a le Nigeria. On parle de cette deuxième vague qui est déjà présente au Nigeria, non loin du Cameroun. Comment comprendre quand même qu'il y a des solutions de la pharmacopée africaine qui ont été proposées? On se rappelle que même le ministre, Monseigneur Samuel Kleda a été reçu par le Premier ministre. Le président de la République, dans son discours, je pense, de fin d'année, avait indiqué que les autorités sanitaires devraient prendre les initiatives locales en charge pour qu'on puisse trouver la solution à même d'éradiquer le coronavirus au Cameroun. Le ministre de la Santé publique préside la conférence des ministres de la Santé publique de la zone CEMAC pour adopter l'introduction du vaccin, alors qu'il y a des initiatives locales comme celle de Monseigneur Samuel Kleda, apparemment qui semble être bottée en touche, alors que lui-même, il indique qu'il avait guéri plus de 9000 malades. Oui, sans que le ministère de la Santé qui avait indiqué que les études sont en cours pour établir le niveau d'efficacité de cette solution locale proposée par l'archevêque de Douala ne puisse nous dire où est-ce qu'on en est avec ces analyses, sont-elles concluantes ou pas. Justement, tout cela crée une opacité qui ne peut rendre que méfiant. En tout état de cause, nous sommes manifestement partis dans cette course mondiale au vaccin. Les ministres de la Santé et le quotidien Nouvelle Expression, et vous l'indiquez, indiquent ce matin, rencontre ce matin de cette rencontre sous-régionale coordonnée par le ministre camerounais de la Santé publique, la conférence des ministres de la Santé de la CEMAC qui ont arrêté la décision que les pays de la CEMAC, les 6 pays de la CEMAC vont aller vers un vaccin. Pour l'instant, évidemment, ce vaccin-là n'est pas connu. Les études vont se faire. Les groupes de travail ont été mis en place, et notamment pour le Cameroun, pour étudier les modalités d'introduction de ce vaccin. Disons que l'Afrique, de façon globale, est un peu à la traîne dans la recherche du vaccin, mais on sait que les pays comme les pays de l'Afrique centrale ne sont pas parmi les plus contaminés. Sinon, est-ce que la solution pour les vaccins est toujours la meilleure par rapport à ce que propose la pharmacopée locale? Parce qu'on ne comprend pas comment, face à ce qui était annoncé comme une hécatombe, les gens se sont rués vers les boissons locales, à savoir la citronnelle, tout ce qui est comme le fibangras, tout ce qui est comme produit infusion qu'on prend lorsqu'on a souvent la toux, bien la grippe, parce que le Covid c'est une grippe. Voilà. Nous sommes dans un continent où les dirigeants sont un peu des néocolons, c'est-à-dire que ils importent systématiquement ce qui vient d'ailleurs pour des raisons multiples, notamment le fait que nous ne sommes pas encore indépendants. En tout cas, ils refusent de nous conquérir avec nous cette indépendance. Évidemment, la pandémie a montré très bien que nous étions fortement dépendants de l'extérieur et qu'il est nécessaire, indispensable de développer notre industrie pharmaceutique locale. Mais aussi, la deuxième raison, c'est que l'industrie pharmaceutique mondiale est un gros business. C'est une machine économique aucun capitaliste ne serait prêt à faire effondre. Et effectivement, donc tout cela rend les solutions africaines très difficiles à On a vu le cas de Madagascar. Mettre en avant. Madagascar s'est démarqué, un pays où le sentiment nationaliste est très poussé, avec un leader qui montre l'exemple, puisque lui-même a été au premier cette loge. Photo, lui-même il consommait. Voilà, au premier loge de la stratégie nationale, les solutions locales contre la pandémie du coronavirus. Donc tout cela doit s'imbriquer dans une volonté à la fois africaine et nationale d'aller vers des solutions locales. Et des solutions locales qui sont non seulement moins coûteuses, mais également qui méritent plus de confiance, qui suscite plus de confiance de la part des populations. Vous savez qu'il y a une méfiance, il y a une défiance
qui n'est pas qu'africaine, même si elle est plus africaine, mondiale vis-à-vis du vaccin. Il y a comme un sentiment anti-vaccin qui s'est développé avec le temps, non seulement parce que les vaccins, l'OMS le concède, même au niveau mondial, ont montré leur efficacité limitée, relative, mais aussi parce qu'effectivement, on sait très bien qu'il y a une industrie économique qui est très forte devant les vaccins. Camille, peut-être pour sortir de ce sujet, puisqu'on en a plusieurs, est-ce qu'on peut trancher la pandémie du coronavirus, fonds de commerce ou alors maladie réelle? Mais la question reste toujours suspendue. La question demeure et la question restera longtemps suspendue. Tout au moins, est-ce qu'il n'y a pas quelques éléments qui montrent que on pense beaucoup plus à un fonds de commerce? Ben, écoutez, quand on regarde l'implication de l'industrie pharmaceutique mondiale, les ténors, les plus grands barbares de l'industrie pharmaceutique qui sont là, qui sont en train de fabriquer les vaccins et de les vendre. Et quand on regarde même la célérité par laquelle ces industries pharmaceutiques arrivent à trouver déjà un nouveau vaccin pour les virus qui viennent de muter, on peut se poser des questions, on peut toujours se poser beaucoup de questions. Mais peut-être que c'était planifié. C'est pour ça que je dis que les gens reviennent un peu aux livres de science-fiction écrits il y a une quinzaine d'années. Il y en a moins 5 ou 6 qui annonçaient justement une sorte de pandémie qui allait déferler sur le monde entier et qui allait disparaître un jour. Mais seulement en attendant, le monde entier se retrouve dans une situation jamais vécue auparavant où les gens sont claquemurés dans leur maison, où les gens subissent un couvre-feu permanent. On n'a jamais vu ça en France, aux États-Unis et en Europe. Hein. En tout cas, pas au Cameroun. Non, au Cameroun, la preuve, c'est que les Camerounais ont même de la peine à rester chez eux. Je ne sais pas comment on va faire. Mais ce qui interpelle mon questionnement, c'est que en Afrique, les gens ne meurent pas comme ils meurent en Europe. Pourtant, les gens ne sont pas suivis par la même manière. Les gens n'ont même pas les mêmes plateaux techniques qui permettent aux Européens de faire face à n'importe quelle grande pandémie. Au-delà de tous ces aspects scientifiques et techniques qu'on peut évoluer, est-ce que c'est pas aussi, je préfère m'appuyer sur le cas camerounais, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que les Africains en général, compte tenu d'une certaine précarité et promiscuité dans laquelle beaucoup vivent, et ça a été une sorte, ça a un peu été une sorte d'immunité pour leur corps contre toute attaque extérieure. Peut-être pour le banaliser, comme l'indiquait un médecin, qu'un virus, un virus de la Covid-19 qui tombe dans un quartier comme Newbel ou Tchinga et Lobi aura d'abord fort à maille à partie avec les virus et les microbes qui sont déjà sur place. Ah, elle est bien bonne. Non, en réalité, il faut dire que le Covid, c'est d'abord une grippe, une grande grippe. C'est une grippe. Et la grippe, en Afrique, vous savez, nous avons trouvé depuis très très longtemps toutes sortes de formules traditionnelles pour la combattre. Et c'est peut-être ça qui a... et ça a toujours marché. Ça a marché, ça qui a créé une immunité pratiquement naturelle chez nous. C'est pour ça que les gens ne tombent pas ici comme des mouches. C'est pour ça que les gens ne tombent pas comme l'avaient prédit, justement, ces scientifiques occidentaux qui pensaient à protéger l'Afrique, alors que l'Afrique n'avait pas demandé à être protégée. Alors qu'eux-mêmes n'avaient pas n'ont pas les moyens de protéger... Et en plus, maintenant, quand on parle de grippe, on réalise que le Covid est un virus qui est beaucoup plus à l'aise là où il fait froid et l'Afrique il fait chaud. Donc vous comprenez, il y a tellement de paramètres, mais un jour, la vérité sortira de cette affaire. Mais en attendant, les gens se posent des questions. Mais en attendant, les scientifiques aussi sont à l'œuvre, mais en attendant aussi, l'industrie pharmaceutique tourne à plein régime. Donald, pour sortir de ce sujet, est-ce que ce n'est pas le moment de mettre un accent encore sur la pharmacopée traditionnelle africaine qui semble faire ses preuves? C'est le moment plus que jamais. La crise pandémique nous a montré qu'il était important de développer notre économie de façon générale, mais aussi les secteurs de la transformation de nos plantes en produits médicinaux qui peuvent nous permettre effectivement de faire face à des crises majeures comme le coronavirus. D'autant plus que les mutations que le virus est en train de présenter aujourd'hui avec les souches sud-africaines, britanniques, indiennes, ainsi de suite, montrent très bien que le vaccin, même si il y a des propositions qui sont faites par différents États, les mutations qui sont en cours vont certainement complexifier les solutions qui sont mises en place, qui devront certainement être perfectionnées avec le temps. Donc on parle d'une échéance de moins de 2 à 3 ans pour que
long histoire fixée. L'Afrique a effectivement des atouts au plan naturel avec ces plantes que l'on ne trouve pas ailleurs, des atouts qui ne demandent qu'à être valorisés, capitalisés par des dirigeants qui ont effectivement le sens de l'intérêt général et qui ne sont pas dans ces lobbies mondiaux de la pharmacie. Camille, parlons d'un autre sujet à présent, ces élections à reprendre, ou tout au moins ces élections régionales qui ont été annulées dans le département du Mayo-Tchanaga. Il faut préciser que c'est pratiquement le seul département où l'UNDP a pu prendre les sièges de conseillers régionaux, les 3 autres départements étant conquis par le RDPC. Comment comprendre quand même cette approche du RDPC qui trouve qu'un candidat sur la liste des 12 conseillers régionaux, il y a un candidat qui n'a pas été, dont le nom ne figurait pas sur la liste et il faille qu'on reprenne l'élection? Non, il faut d'abord commencer par dire que l'UNDP est le seul parti qui a gagné, qui est majoritaire dans un conseil régional, le conseil de la Damawa. C'est-à-dire que ce conseil-là est vraiment contrôlé. C'est acquis à l'UNDP. Acquis à l'UNDP, ça c'est clair. C'est un exploit. C'est le seul parti au Cameroun aujourd'hui. Tous les autres 9 régions, toutes les autres 9 régions sont au RDPC. Mais maintenant, l'UNDP a réussi encore un autre exploit, c'est de glaner des sièges dans le Mayo-Tchanaga et dans le Mayo-Loti. Bon, dans le Mayo-Tchanaga, où l'UNDP a pu glaner 12 sièges, il se trouve que le RDPC a ouvert un contentieux électoral en estimant que un des candidats de l'UNDP était décédé et n'a pas été changé. Or, ce n'est pas vrai, dans la mesure où, pendant justement des opérations de dépôt de dossier, un candidat effectivement est mort, mais seulement ce candidat a été remplacé par le parti, par son propre fils. Qui est conseiller municipal, il faut le préciser. Qui est conseiller municipal. Et maintenant, la photo de son fils a été substituée à celle de son père. Mais c'est Elekam, au moment de la transmission des listes, n'a pas changé la photo de son père et a envoyé une photo avec la photo du défunt, et pas celle du fils. Ça a été suffisant pour le RDPC pour déclencher ce contentieux. Bon, ce qui fait que le tribunal administratif a reçu la plainte du RDPC et a demandé la reprise des élections. Mais en attendant, le conseil régional a été installé avec les 12 conseillers de l'UNDP en attendant l'issue qui va se terminer certainement devant la Cour suprême. Mais il faut dire que cette histoire est en train de tétaniser beaucoup de personnes qui estiment que le RDPC a gagné toutes les régions. Il faudra aussi qu'ils comprennent qu'il y a d'autres partis qui peuvent même pas laisser. Il faut qu'ils comprennent que, par exemple, si l'UNDP a gagné dans le Mayo-Tchanaga, qui est l'un des départements les plus populaires de cette ville, c'est justement parce que les populations étaient en train de sanctionner une certaine élite. Mais on verra bien jusqu'où il y aura cette procédure. On peut lire, par exemple, dans le Messager, que l'UNDP est en train de vouloir consolider sa victoire. Bon, dans un autre journal, j'ai lu ce matin que l'UNDP se bat pour sa survie. Moi, je pense que l'UNDP a marqué 3 gros points en prenant toute une région et en réussissant à avoir des conseillers, plus d'une dizaine de conseillers dans deux régions. C'est tout simplement sans précédent. Et c'est pour ça que les Camerounais doivent comprendre que le RDPC n'aura pas toujours raison. Donc le RDPC n'aura pas toujours raison. Brice Donald Kamgan, quand on observe ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le Mayo-Tchanaga, il y a le journal L'Œil du Sahel qui indique effectivement que le dossier du candidat n'a pas été transmis à temps de la délégation départementale d'Elekam au siège d'Elekam à Yaoundé. Est-ce que dans ce cas-là, la faute n'est-elle pas à Elekam finalement? Il est clair que si les faits sont avérés, L'Œil du Sahel, que je sais sérieux, a une prégnance dans les régions du Grand Nord, et donc si ça vient de L'Œil du Sahel, je peux donner du crédit à cette version-là. Si c'est avéré effectivement, la faute revient à l'Échelle Cameroun et non à la formation politique du NDP en l'occurrence. Une chose est certaine, c'est que le département du Mayo-Tchanaga, qui est l'un des départements les plus peuplés de l'extrême nord, est au centre d'une bataille politique très, très forte entre le RDPC, qui contrôle un nombre important de conseils régionaux, et l'UNDP, qui, après avoir gagné dans la Damawa,
essaye d'avoir une part importante dans ce conseil régional. Et même dans le Nord. En tout cas, celui n'est pas gagné aussi des places dans le conseil régional du Nord. Comme le prévoit la loi, le tribunal administratif de l'extrême Nord a été saisi. Le juge administratif de cette région-là, s'il est indépendant, doit pouvoir trancher. En tout cas, Belobouba Maïgari qui a indiqué que même s'il faille aller jusqu'à la Cour suprême pour protéger ces sièges, ces sièges dans le maillot Kani, dans le maillot Tsanaga, cela sera fait. Mesdames, Messieurs, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci à Brice Donald Kaban, merci à Camille Nélé. C'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.